Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouveau lundi soir qui va être consacré à une étude de cas un peu plus approfondie sur la question russe, notamment sur l'appareil d'État russe. Parce qu'il y a déjà une très grande homogénéité médiatique sur le traitement de la guerre russe en Ukraine, mais très peu malheureusement d'approfondissement sur la question de la nature de l'État russe et s'il y a vraiment ou non un État russe et quel est-il. Et ce soir, on a deux invités. On a Alexandre Bekbov, qui est un sociologue russe qui vit en France depuis 5 ans et qui évidemment est spécialiste de la question et à la fois pour les analyses en sciences sociales et en sciences économiques sur la question russe, et également Jean-Marc Royer, qui ne va pas apparaître à l'écran, qui est contributeur régulier pour Lundi Matin, qui a notamment publié les carnets de guerre par rapport à la guerre en Ukraine, également des carnets de réclusion pendant la pandémie Covid, et qui a notamment fait des travaux sur et contre le nucléaire dans un ouvrage qui s'intitule Le Monde comme projet Manhattan. Donc bonsoir à vous deux. Peut-être comme première piste d'introduction, et pour agir à l'actualité d'aujourd'hui, on est le lundi 10 juillet, et on a appris que le 29 juin, Prigojine avait rencontré Poutine au Kremlin. On en parlait déjà un peu avant. Et puis toi, Jean-Marc, tu vas publier aujourd'hui un autre carnet de guerre qui va parler justement de cette épopée rocambolesque de Prigojine. Alors je ne sais pas qui veut en parler en premier, mais comment on peut appréhender cette question on apprend 10 jours après que Prigojine a rencontré Poutine. Est-ce qu'il y avait des accords préalables? Quels accords ont pu être faits? Comment ça se fait que dans un contexte avec une telle intensité de quasi-guerre civile et de coup d'État, finalement, ça se règle avec une réunion au Kremlin? Mais on savait déjà très peu, on avait très peu d'informations, et cette information provenait surtout de Prigojine et de ses médias. Et là, ce qu'on savait plus ou moins grâce au travail des journalistes indépendants, des journalistes qui travaillaient sur place, sur le terrain, c'est qu'il n'y avait presque pas de morts lors de cette rébellion, ce qui est déjà assez intéressant par rapport aux rébellions précédentes en Russie. Puis que l'armée russe n'a pas tiré sur Wagner. Et même, selon certains témoignages, qu'il n'y avait pas, les soldats qui voulaient se défendre ont reçu des ordres à ne pas le faire. Et donc, ça a été déjà quelque chose d'assez curieux par rapport à un déroulement de putsch. Ça semblait plutôt une présentation de force réalisée par les condottieri de la République vénitienne du XVIe siècle, afin de montrer le bien avant de le vendre. Et finalement, ce qui a précédé les événements, ça a été l'ordre de Poutine à faire incorporer Wagner au rang de ministère de la Défense russe. Donc, je n'exclus pas que ça pouvait être une opération de vente par Prigojine, d'un côté, de l'autre, comme ça a été coordonné au moins avec l'entourage de Poutine, au moins avec quelques généraux qui ont ordonné, ou au moins ont retenu à tirer sur Wagner au moment de la marche. C'est aussi possible que ça ait été un service rendu à Poutine, directement ou indirectement. En tout cas, un des éléments qui est sur place, c'est que la rébellion de Prigojine a renforcé la garde nationale, qui est soumise directement à Poutine, que Poutine a su rétablir un nouvel équilibre de sa bureaucratie militaire, et ça c'est très important. Et je n'exclus pas que ça a été aussi une prévention, un putsch préventif, on peut dire. Faire une putsch fausse avant qu'une putsch vraie se réalise. Toi, Jean-Marc, t'avais pas trop cette opinion? Bon, moi je suis très réservé parce que, comme chacun sait, il y a toujours des problèmes, d'autant plus qu'il y a la guerre là, effectivement. Il y a des problèmes de vérification des informations et de ce qui peut se dire d'un côté et de l'autre. Donc, bon, moi j'ai été très prudent sur l'interprétation, et je suis encore prudent il y a des informations que j'ai appris là à l'instant d'aujourd'hui que je ne connaissais pas, notamment la prise de parole de Peskov, le porte-parole. Mais je reste très prudent sur ce qui a pu se faire.
Par contre, ce qu'on peut dire, parce que c'est passé, c'est que ça faisait des mois et des mois que Prigojine, comment dire, allait jusqu'à insulter Gerasimov et Shoigu, et que, de telle manière que ça posait question, quoi. Alors après, il est vrai que Shoigu et puis Poutine avaient lancé cette opération qui consiste à demander à tous ceux qui restent dans la milice Wagner ou qui voulaient rester dans la milice Wagner de signer un contrat et d'intégrer l'armée. Ça c'est clair, et puis sinon aux autres d'aller soit en Biélorussie soit de rentrer à la maison. D'ailleurs, ce qui est assez curieux en ce qui concerne en tout cas certains membres de Wagner, puisque on sait que pas mal de membres de Wagner étaient des détenus qui ont été sortis de prison par Prigojine lui-même. Donc pour l'instant, moi, je reste très réservé sur l'interprétation de ce qui s'est produit. Par contre, j'ai suffisamment d'expérience, et ça, d'interprétation et de regard politique, ça fait maintenant plus de 50 ans, pour dire que le discours qu'a prononcé à 9h du matin, samedi, Poutine, à mon avis, il était quand même très en colère, quoi. Bon, après, ça fait pas tout, évidemment, ça fait pas tout, et bon, moi, encore une fois, je resterai très, très prudent sur l'interprétation des faits, quoi. Et toi, Alexander, tu as publié un texte il y a quelques jours, il y a 5-6 jours, sur Open Democracy en anglais, qui s'intitule « En Russie, est-ce que l'auteur de contes de fées, devenu seigneur de guerre, vient juste de sauver le roi ?» Parce que toi, tu fais référence à un épisode de la vie de Prigojine qui est pas encore très connu en Occident, mais je suppose que quand les médias vont entendre parler, ils vont beaucoup en parler. C'est assez drôle quand même. C'est qu'il a notamment été auteur d'un conte pour enfants, d'un conte de fées pour enfants. Et l'histoire, tu vas pouvoir la raconter, mais l'histoire fait un peu écho à l'actualité, même si c'était il y a 20 ans. Et toi, tu vois une sorte de parallèle à la fois comique et peut-être réel. Donc, est-ce que tu peux un peu expliquer c'est quoi cette histoire ? Oui, bien sûr. Ce qui étonne dans la vie de Prigojine est que c'est une personne de plusieurs vies. Il était un petit bandit, il est passé en prison pendant 8 ans. On sait, et on le voit plutôt dans cette incarnation d'un seigneur de la guerre très brutal et plutôt abruti. Tandis que la biographie des années 90 de Prigojine contient aussi des faits comme par exemple la création d'un restaurant pour les élites, où il a servi pour la première fois Poutine et Bush, où il a servi aussi le président français en 2004. Et donc, on le voit représenté en smoking, en maître d'hôtel poli, qui servit avec les plats de cuisine exquisite les sommets de l'État. Et donc, Prigojine, parmi ses autres entreprises qu'il a réalisées au début des années 2000 et ensuite au début des années 2010, il y avait un épisode très marquant. Il a publié un livre de contes pour les enfants qu'il a créé dans les entr'actes de servir Poutine et Bush lors des grandes réceptions dans son restaurant d'élite. Et là, il raconte une histoire d'un petit homme, une petite humaine, qui s'est retrouvé dans le monde des grands hommes et qui cherche un pays de merveille, qu'il le découvre, qu'il fait amitié avec un garçon de ce monde des humains. Et ensemble, ils partent pour une découverte. Et donc, dans ce pays de merveille, il rencontre un roi omnipotent, qui est d'ailleurs dans une grande difficulté. Il y a une méchante magie qui est mise sur lui, et donc il est en train de se diminuer d'une année à l'autre. Il rapetit, ça. Absolument. Et donc, ce que les protagonistes font, ils volent une flûte magique, ils le rapportent dans le pays de merveille, ils jouent en sauvant le roi, et le roi redevient grand.
Et donc, au bout d'un certain moment, le roi voit que c'est un appareil très dangereux, puisqu'il a le pouvoir sur la réalité et sur lui-même. Il demande le protagoniste de lui laisser la flûte, et le protagoniste l'accepte. Donc, on voit bien que c'est une parallèle tout à fait arbitraire d'un côté. Ça a été un conte qu'il a écrit, qu'il a raconté à ses enfants plus d'il y a 20 ans. De l'autre côté, ça a été le moment assez crucial de sa biographie. Il était à la découverte du monde de merveilles du Kremlin, de ses intrigues, de ses labyrinthes, de la manière d'agir. Et donc, on voit bien qu'il s'est investi, il s'est projeté dedans. Et là, il y a des motivations assez étonnantes, assez intéressantes, d'une loyauté au roi, non parce que le roi a fait quelque chose du bien pour lui, mais juste parce que c'est le roi. Et à la fin, juste cet épisode que j'ai raconté, c'est l'épisode qui est l'avant-dernière, avant la fin du livre. Et l'épisode dernier est que le jour suivant, le garçon humain, qui est aussi devenu petit pour entrer dans le pays de merveille, donc il décide de s'en aller pour rejoindre le monde des adultes, le monde des grands. Et tous sont sidérés par le chagrin, ils ne veulent pas qu'ils partent. Et au lieu de rester avec eux, avec le roi, avec les petits, il décide de les rapporter avec lui. Donc, il utilise encore une fois la flûte magique, qui, selon le texte du conte, sait tout faire. Et il fait grandir tous les petits, et il se transforme dans une société tout à fait banale, qui vit la vie ordinaire et qui se souvient juste quelquefois qu'il existait un pays de merveille. Et la vie est banale à tel point que chaque personne de ce pays de merveille qui est devenu humaine obtient un chien, et il appelle même tous les chiens de même nom. Donc c'est plutôt, si ce n'est pas un camp de concentration, c'est quand même quelque chose de très monotone, on dirait. Et c'est à peu près ça, disons, ce que se trouve sur la ligne de motivation de Prigogine, sauver le roi et établir l'ordre tout à fait homogène de la société. Ok. Bon, c'est une histoire improbable. Et d'ailleurs, c'est un média russe qui l'a relayé, c'est ça, en premier, cette histoire. Ça a été en 2003 que Prigogine, donc il a publié son livre en 2002, et en 2004, il a fait une deuxième circulation de ce livre un peu plus large, et juste pour publiciser soi-même tout d'abord. Il n'a pas vendu le livre, il a été imprimé de 1000 exemplaires seulement, de 1000 copies, donc il le distribuait comme une carte de visite aux établissements soviétiques, post-soviétiques, je veux dire, et russes de l'époque. Donc il l'a donné, il l'a distribué à l'administration du président, mais aussi à l'établissement culturel, par exemple les peintres, les musiciens, les écrivains célèbres. Et en 2003, il s'est fait interviewer, et ça a été l'unique entretien d'une personne avant complètement non publique, où il a voulu raconter cette histoire. Et donc, la première apparition de Prigogine publique dans une grande presse, ça a été pour raconter qu'il a publié... un conte pour enfants. Voilà, un conte pour les enfants. Et conte pour enfants, t'expliquais qu'il a même pas publié en son nom, c'est au nom de ses filles. Exactement. Mais ça, c'est assez marrant, parce que pareil, ce que disait Jean-Marc, c'est que Prigogine, comme ça, on l'a vu des vidéos récentes où il insulte tout l'état-major russe, etc. Ouais. Il est un peu brutal et vulgaire. Et d'un autre côté, c'est un papa très, très mignon, très poétique, qui a fait publier un livre au nom de sa fille et de son fils. Oui, d'un côté, de l'autre, ce qui est encore plus étonnant, dans cet entretien de 2003, il raconte qu'il a commandé les illustrations à 2 artistes. Il était même un peu mécontent parce que tous les deux ont dessiné, ont donné les dessins en style différent. Donc le livre est illustré à moitié avec un style plus réaliste et à l'autre moitié un style un peu plus mystique. Et dans l'édition de 2004, donc la deuxième édition, au moins là, il n'y a pas de nom d'artistes, de peintres qui ont collaboré avec lui pour ce livre, mais c'est lui-même qui s'attribue la gloire de l'artiste qui a dessiné. Donc, on compte qu'il a raconté à ses enfants et attribué à ses enfants, mais les illustrations qu'il a commandées auprès des artistes professionnels sont attribuées à lui-même. Et ça, c'est tout Prigogine. Improbable. Et ça fait une bonne entrée
dans une autre thématique, on va dire, qu'on voulait absolument aborder. Tu disais qu'il a commencé un peu à se faire connaître dans l'establishment culturel, notamment à travers ça. Et toi, dans plusieurs de tes textes, très peu en français malheureusement, la plupart sont en russe évidemment ou en anglais, mais tu racontes comment, sous l'ère Poutine, l'ère culturelle a servi de facteur de cohésion improbable entre deux courants que tu nommes comme étant le néo-traditionnalisme et le néolibéralisme. Ça, on a un peu parlé avec Jean-Marc avant, qui peut-être a des désaccords je sais pas, analytiques sur l'idéologie en cours dans l'appareil d'État russe. Mais toi, si tu veux commencer par développer par ça, ces deux courants, normalement, sont antagonistes. Le néo-traditionnalisme étant censé s'opposer à la modalité capitaliste, finalement embrasse le néolibéralisme. Absolument. Justement, la Russie est souvent perçue à travers une optique d'un pays ringard, d'un pays archaïque, d'un pays qui n'est pas suffisamment productif, qui ne s'avance pas suffisamment sur la voie néolibérale, et quand elle s'avance, elle est toujours en retard. Mais ce que je constate dans mes recherches, c'est le contraire, que la Russie, c'est un pays qui est plutôt en avant-garde de la modernité, soit ultra-libéral, soit ultra-traditionnaliste. Et c'est ça ce qui fait son caractère à partir des années 90, où la privatisation, par exemple, de Gazprom, ou la corporatisation de plusieurs entreprises d'État se réalise beaucoup avant que dans la plupart des sociétés européennes. On le voit avec un œil plutôt suspect de banditisme, de la corruption, etc. Mais ce sont évidemment les phénomènes concomitants à la privatisation, tandis que la logique est que ce qui a été privé ce qui était public devrait devenir privé. Et donc ça, c'est la ligne ultra-libérale qui se transforme au fil des années 2000 et sort dans un certain sens et émerge de cette marée de corruption, de banditisme, etc. et se transforme en politique d'État. Donc les années 2000 de l'État russe, c'est une transformation de néolibéralisme sauvage, qui prend souvent une forme de banditisme justement, un néolibéralisme réglementé. Et là, on observe par exemple ce qui se passe dans le domaine de l'éducation, de la culture, et ce sont effectivement les domaines clés pour les réformes néolibérales, parce que dans l'économie, c'est souvent assujetti à des compromis, disons, entre les acteurs un peu plus difficilement résolubles ou longuement résolubles, qui exigent plus du temps pour être résolus, tandis que les mondes de la culture, de la science, de l'université, ce sont les mondes plus plastiques, parce que les acteurs ont souvent très peu de pouvoir économique, et donc les réformes s'avancent beaucoup plus rapidement. Et là, en Russie, ce sont les domaines clés qui permettent d'observer le déroulement des réformes néolibérales. D'un côté, c'est ça. De l'autre côté, la Russie, c'est quand même une société culturellement n'acceptant pas la concurrence individuelle à tout prix, n'acceptant pas le profit individuel sans entrave. C'est culturellement prédéfini, c'est bien analysé par les historiens et les sociologues déjà dans le XXe siècle. Et donc, comment faire avancer dans une telle société le néolibéralisme qui s'avance déjà assez mal dans le domaine d'origine, comme par exemple les États-Unis ou les sociétés de l'Europe occidentale. Et donc, avec des ajustements qui se sont mis en place au fil des années 2000, les dirigeants russes, y compris les nouveaux fonctionnaires, les anciens entrepreneurs, qui se sont incorporés à l'appareil de l'État, ont trouvé une bonne réponse, une bonne, pas pour nous, mais une bonne en termes technologiques, qu'on peut revêtir le néolibéralisme en forme de traditionnalisme. Par exemple, on peut exiger la réforme des universités et des musées publics au nom de la cohésion nationale, au nom de bien-être pour tout le monde, en incitant les employés de suivre les mêmes schémas de la concurrence individuelle et de primes, de l'autonomisation juridique et économique des unités. Et ça a été fait déjà dans disons une décennie plus tard, au début des années 2010, où les universités russes, les musées russes, les hôpitaux russes ont été poussés de manière très virulente avec les décrets, mais aussi avec des mesures gouvernementales sur le marché libre. Et la privatisation sauvage qui est
qu'on connaissait dans les années 90 et qui était lié à un petit banditisme, dans les années 2010, a été accompagné plutôt par une politique d'État réalisée avec une manne de fer. Et par exemple, ce qui a précédé cette nouvelle forme de privatisation des universités, ça a été l'abandon de la grille universelle des salaires, survenu à la fin des années 2000, 2008-2009, où chaque employé du secteur public, université, asile d'enfants, école primaire, etc., on était convoqués au cabinet des dirigeants et mis devant un choix, soit tu signes le contrat ou tu passes de la grille universelle de salaire à un modèle de prime, soit tu te licencies et tu vas chercher ailleurs. Sauf que l'ailleurs n'existait déjà pas. Le design était construit de telle manière que le secteur budgétaire, le secteur public entier, a été réformé selon le même schéma. Donc, durant une année, l'État a supprimé un des fondements de la sécurité sociale des employés publics. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est l'histoire entière du secteur public, et notamment du secteur de la culture et de l'enseignement. Et on voit bien qu'en Russie, ça ne se réalise pas sous une forme de la création des entreprises privées à côté, mais plutôt de la privatisation à l'intérieur des établissements publics. Okay, ouais. La création des facultés, des programmes payants, une moitié des étudiants, des effectifs d'étudiants qui font leur première année, payent leurs études pleinement, c'est-à-dire ils sont obligés à rembourser à l'État le budget dépensé pour leurs études, officiellement. Et donc, en faisant les examens d'entrée, chaque étudiant sait que avec une probabilité de 50%, il va payer de sa poche ses études. Ou c'est plutôt sa famille qui va le payer. Et ça a été programmé, ça a été réalisé, sauf que assez vite, le gouvernement a compris que ça ne peut pas être réalisé sous les slogans « Profitez bien, votre succès individuel est l'unique chose qui compte ». Et donc, ça a été articulé avec un agenda plutôt traditionnaliste. Il faut plutôt soigner les valeurs traditionnelles, la famille, la cohésion nationale. Il faut lutter contre l'impact, l'influence dégradante de l'Occident, etc., etc. Et ça a plutôt bien marché, au moins dans certains secteurs. Et on voit bien, par exemple, dans les figures comme Vladimir Medinsky, l'ancien ministre de la Culture, 2012-2020, une figure vraiment emblématique qui a fait beaucoup pour pousser la culture vers cette direction-là, que la zone de l'articulation du public et du privé peut prendre aussi des formes complètement inattendues. Justement, ce n'est pas une construction de bâtiments ou d'une autoroute qu'on imagine dans le cas exemplaire de partenariat privé-public, c'est plutôt une forme de la culture où, par exemple, un gros investissement public est utilisé par le ministre de la Culture pour créer le cinéma patriotique. En contrepoint tout à fait explicite à Hollywood, à la fois en empruntant les recettes hollywoodiennes pour monter toute une série de films sur la Deuxième Guerre mondiale, sur le passé impérial russe, sur le patriotisme et le bon temps de Tsar, en montrant que la Grande Russie existait et existe toujours. Tu parles pas mal de Medinsky dans tes travaux, donc comme tu disais qu'il a été ministre de la Culture il y a quelques années. Lui, il incarne un peu cette frange plus de droite, vraiment conservatrice et traditionnaliste comme tu l'appelles. Et il y a une citation, je le cite à travers toi qui le cite dans un de tes textes, mais je vais faire la traduction en direct, donc ça va être approximatif. Mais il dit: quel est le principal changement que nous voyons en Russie sous l'ère de Poutine? Le fait que la Russie a commencé à gagner. Pendant plusieurs décennies, nous ne gagnons nulle part, nous n'avons gagné nulle part. Nous sommes devenus habitués à la défaite et souvent à l'humiliation. Un nouveau genre entier d'hommes post-soviétiques avait été produit. L'outsider, c'est ça que tu l'appelles, enfin, comme qu'il l'appelle lui. Donc je continue. Ajoutez à cela les conneries de la pseudo-intelligentsia sur la christianité comme étant la religion des faibles. Rien de tel. La christianité appelle l'homme à gagner les victoires à chaque occasion durant l'entièreté de sa vie. La christianité exige des individus
des victoires décisives sur toutes leurs propres faiblesses, sur l'égoïsme, sur la paresse, sur le découragement. Bon, il y a plein d'autres citations, parce que tu le cites beaucoup, mais voilà, où il va aussi montrer à quel point le traditionnalisme permet de développer un modèle économique nouveau, etc. Exactement. Et donc finalement, on a l'impression, dans ton analyse, que Poutine et la sphère Poutine en général a réussi à renforcer l'économie de marché en Russie sans pour autant déstructurer, ou en tout cas sans pour autant affaiblir l'appareil d'État russe. Et toi, Jean-Marc, tu aurais plutôt peut-être une approche différente. Toi, sur la question de l'État russe, tu penses que l'État russe n'est plus vraiment un État en tant que tel ? Ouais, pour moi, c'est très compliqué parce que, comment dire, il y a toute une histoire qui, à mon avis, il faudrait au moins remonter à 17. Et il y a toute une histoire, comment dire, sur laquelle, qui pèse encore. Du point de vue, si par exemple on essayait de s'aventurer dans une analyse plutôt anthropologique de ce qui se passe en ce moment dans la population russe, ce passé, il est, qu'on le veuille ou non, il est encore présent. C'est, comment dire, c'est le responsable de Mémorial en France qui disait tant qu'on n'aurait pas fait, comme en Afrique du Sud, un retour sur le passé, sur les millions de morts des camps, etc., et sur toute l'histoire, ça restera là comme quelque chose qui obère la relation à la réalité. D'ailleurs, toute proportion gardée, on peut dire de ça aussi en France, hein. On sait très bien qu'il a fallu 30 ans pour que les historiens français se penchent sur la question de la collaboration en France entre 40 et 44. Hein. Et il a fallu que ce soit un historien des États-Unis, Paxton, qui par l'apparition de son livre en 72, alerte le monde académique sur cette question. Donc moi, franchement, c'est une question sur laquelle, personnellement, je te l'ai dit au téléphone, je ne suis pas au clair parce que j'estime que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Il y a des choses qui, par exemple, le néolibéralisme, on sait depuis Hayek et sa mise en pratique par Reagan ou par Thatcher, de quoi à peu près il retourne. Bon, il peut y avoir ce type de mouvement-là, mais le rôle que jouent les États, par exemple en Grande-Bretagne, par rapport à l'introduction du néolibéralisme, je le vois pas. Je vois pas qu'il soit identique que l'État, enfin ce qui restait d'État, hein, parce que en plus c'était, qu'est-ce que c'était ? C'était quoi ? Un État parti. Qu'est-ce qu'il en restait dans les années 90 ? Je vois pas qu'on puisse, comment dire, dire que c'est un État néolibéral. Certes, je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il y a privatisation, il y a eu des privatisations, il y a un certain nombre de choses qui se sont faites, qui se sont faites ailleurs dans les États néolibéraux, ça c'est certain. Ceci dit, on retrouve à la tête de Gazprom, de Rosneft et de toutes les grosses entreprises des gens qui sont totalement inféodés au premier cercle. Bon, et puis ça c'est rien, ce que je dis, c'est juste un détail, quoi. Mais il y a tout ce qui s'est passé dans les années 90, et puis quand il est arrivé au pouvoir, on pourrait dire en 98, ou bien 99 ou 2000, comme on voudra, il a en quelques années quand même écarté tous les oligarques qui avaient pris un peu de poids sous Eltsine. Ils ont tous sauf 2 ou 3, ils ont tous été écartés. Bon, et puis, comment dire, bon, même cette année qui vient de s'écouler, de 2022, on sait qu'il y a des responsables économiques, et même récemment une responsable de banque qui ont la malheureuse idée de sauter du 6e étage de l'immeuble dans lequel ils habitent. Bon, il y a presque une vingtaine de responsables économiques qui sont malheureusement morts cette année, l'année 2022. Il y a des pratiques, ce que je veux dire par là.
c'est qu'il y a un héritage. Bon, et là, il faudrait aussi, mais c'est pas une émission, je veux dire, ce serait plusieurs émissions, il y a un héritage de ce qui était déjà un peu le cas lorsque Andropov a pris le pouvoir au début des années 80. Andropov qui venait du KGB. Et déjà à l'époque, le KGB, c'était une structure de type mafieuse, c'est-à-dire qui utilisait le fait qu'elle avait des antennes partout dans le monde pour faire transiter de l'argent et mettre de l'argent à l'extérieur, dans les comptes extérieurs. Donc, dès les années 80, après, bon, il y a aussi eu la chute du soviétisme, fin 91 et puis 93, etc. Mais, comment dire, le verre était déjà largement dans le fruit avant même cette chute avérée. C'est-à-dire que ce qui donne à comprendre Poutine dans son discours quand il dit, par exemple, la chute de l'URSS a été la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, il donne de le dire comme ça, certains le prennent comme bon, quelque chose qui aurait été fomenté et dans lequel l'impérialisme américain, états-unien, n'aurait pas été, comment dire, un acteur secondaire. Parce à mon avis, il n'a même pas été un acteur secondaire. Mais ce que ça masque, c'est que le fruit était déjà le verre était déjà dans le fruit. Il y avait déjà... Bon, et après, sous l'ère Yeltsin, on a vu aussi ce que ça a donné, c'est-à-dire les privatisations, comment elles ont été faites, comment, avec l'aide des mafias, je veux dire, bon, moi je me souviens en 92 avoir été à Moscou, j'avais été en quelque sorte, je connaissais quelqu'un de l'ambassade de France à Moscou, et qui me disait, écoute, fais attention, quand tu sors le soir, ne va pas dans tel et tel quartier ou telle discothèque, parce qu'il y a des balles perdues. Je veux dire, bon, il y avait déjà les pratiques mafieuses étaient déjà installées, quoi. Et donc là, qu'est-ce que c'est qui est construit par Poutine et par son premier cercle à partir de 92, puis ensuite quand il arrive dans l'administration présidentielle en 96, puis quand il prend la tête du FSB en 98, puis quand il devient Premier ministre en août 99, puis ce coup absolument extraordinaire retransmis, si je me souviens bien, par la télévision, où Yeltsin abdique en quelque sorte au profit d'un président intérimaire en quelque sorte, puisqu'il il y aura des élections seulement quelques mois plus tard. Bon, tout ça, et bon, on voit bien Yeltsin aussi dans quel état il en était rendu, quoi. Bon, tout ça me fait poser des questions. Tout ça me fait poser des questions, même sur l'histoire, sur est-ce que, comment dire, l'Empire russe, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il y a eu une colonisation intérieure, même sous l'ère de Staline et aussi avant, etc., etc. Donc pour moi, il y a tout un certain nombre de choses qui, je l'avoue, reste, comment dire, à creuser. Voilà. Bon, du coup, on peut résumer qu'il y a quand même un accord commun qui est que l'État est une mafia qui a réussi et que l'État russe incarne cette maxime. Non, justement, j'ai dit ça tout au départ, mais effectivement, je pense qu'il faut le répéter de temps en temps. La Russie est vue souvent à travers les lunettes archaïsantes. Et alors, justement, on l'exotise parfois un peu trop, en oubliant que, par exemple, il y a quand même 4% de PIB qui est investi en enseignement. Et ça, c'est quelque chose qui ne correspond pas bien à l'État mafieux, parce qu'en France, c'est 7%. Mais si on regarde les dépenses publiques, je veux dire les dépenses des budgets d'État, en Russie, c'est 4%, et en France, c'est 4,5%. Donc, est-ce qu'en France, on a l'État de mafia? Donc, effectivement, il faut... oui, je vois bien les sourires complices. Mais en tout cas, il faut ne pas oublier qu'il existe une autre dimension de l'État russe, et qui est l'État qui fonctionne avec les institutions, qui est capable de créer les énormes projets institutionnels, d'infrastructures,
Et par exemple, si on revient à l'université, d'un côté, c'est un néolibéralisme ravageant le système soviétique qui n'était déjà pas franchement idéal. Et ça, on sait très bien. Mais justement, les années 90, ça a été un moment très difficile et traumatisant pour le corps universitaire. Les tentatives de rediscipliner le corps, ça a été plutôt par le biais néolibéral. Compétition, les primes, une tentative de stimuler les publications dans les revues internationales par le biais de stimulation économique et financière, etc. Tout un éventail de choses qu'on connaît et même qu'on n'associe pas aujourd'hui à l'université française, juste parce qu'il ne s'est pas avancé si loin sur cette route. Pas encore. Mais justement, il y a aussi des grands projets d'infrastructure, dont par exemple les 12 super universités soi-disant fédérales. Qu'est-ce que est le projet des universités fédérales? On sait très bien qu'en France aussi, d'un côté, c'est la fusion des structures universitaires et la construction de super universités pour les rendre plus visibles dans le classement de Shanghai. Pour rendre plus visible aux investisseurs pour qu'ils attirent plus d'argent, etc., etc. Mais quelle est la différence de ces super universitaires russes? Et ça, je m'approche à un autre point qui est important. À la fin des années 2000, ça a été conçu non seulement comme une moyenne d'arriver plus rapidement à ces buts néolibéraux ou posés par le néolibéralisme éducatif. Un des éléments qui était inscrit dès le début dans le projet, ça a été de créer le mécanisme de sécurité territoriale ou géopolitique. Donc, où ces super-universités ont été créées? Sur le périmètre du territoire russe, qui était surtout les zones dépeuplées, le sud, la Sibérie, l'extrême-orient, et donc le nord. Donc, l'idée, le modèle de ces super-universités, ces 12 monstres éducatif, ça a été non seulement entrer dans le classement de Shanghai, attirer plus d'investissements, mais aussi tout simplement peupler les territoires avec les jeunes. Et ça a plutôt fonctionné dans le sens que, en investissant à la création de cette infrastructure, ils ont imposé aux jeunes des conditions, ou plutôt séduit les jeunes, de rester plutôt dans les régions que aller tous vers le centre du pays, Moscou, Saint-Pétersbourg, les zones centrales. Donc, quel était le sens de ça en termes, si on cherche de le placer dans le système de coordonnées politiques? Néolibéral, non, c'est vraiment alien au néolibéralisme. C'est exogène par rapport à la logique de la productivité, de la concurrence, c'est plutôt la logique contraire. Est-ce que c'est néo-traditionnaliste? Non, il n'y a pas vraiment un investissement dans la famille, c'est plutôt la culture qui devrait servir la famille traditionnelle. Donc c'est quelque chose d'autre. Et ce que je repère comme quelque chose d'autre, c'est vraiment assez inopiné, assez inattendu, c'est le néo-mercantilisme. Et le néo-mercantilisme consiste en fait qu'on oppose, et on s'oppose dans le gouvernement russe, mais non uniquement russe, plusieurs autres sociétés qui vivent aujourd'hui comme une antithèse du libéralisme américain. Donc, on s'oppose à libre-échange, on s'oppose au profit immédiat, on s'oppose à la circulation libre des capitaux, et on privilégie plutôt le territoire comme le capital principal du pays. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement sorti de notre rationalité pour une seule raison, parce que ça a été, il est passé trop du temps à partir du moment où ça faisait le cœur de la doctrine gouvernementale en Europe occidentale. Et ça a été le 16e, 17e, 18e siècle, l'époque de mercantilisme, l'époque des guerres coloniales, l'époque où on voyait bien que c'est le territoire et les ressources naturelles qui étaient vus comme la base de ressources principales du pays, plutôt que la productivité, le travail intense et l'éducation. Et donc, je dirais que dans le modèle gouvernementatif après les années 90, au moment où il a fallu formuler des grands projets institutionnels et d'infrastructures, le gouvernement russe a commencé de chercher et à trouver, dans un certain sens, une nouvelle forme de réponse à, on peut dire, au néolibéralisme, mais il était à la fois archaïsant et très moderne, dans le sens que ça a été accompagné avec des investissements sans précédent.
Et donc, ils ont introduit ça surtout dans le domaine éducatif, dans le domaine de la culture, et en partie dans le domaine, on peut dire, la politique de la famille, même si ça a été parfois assez bizarre. Je peux vous montrer ensuite quelques affiches publicitaires, ils sont vraiment spéciales, qui incitent à la natalité, à la procréation, etc. Mais à part les blagues et les tentatives ratées, il y avait aussi par exemple un projet tout à fait, comment dire, solide. En 2007, Poutine a signé un décret qui a institué le soi-disant capital maternel. Et ça se ressemble un peu, ça se rapproche un peu avec ce qu'on trouve beaucoup plus tardivement en Pologne, par exemple, où on donne, au moment de la naissance d'un enfant, les familles reçoivent un bonus pécuniaire assez importante. Donc, ça a été différent. Et ça, c'est aussi, ça révèle une certaine finesse de la construction, une finesse malheureuse, mais finesse tout de même, de cette construction, de cette articulation de néolibéralisme et de mercantilisme au sein du gouvernement russe. Donc, ce n'est pas un montant d'argent que la famille touche, avec la naissance d'abord du deuxième enfant. Après, en 2020, ça a été élargi, et même aujourd'hui, le premier enfant est bénéficiaire de soi-disant capital maternel. Donc, la famille touche un bon financier qu'elle peut utiliser uniquement à des objectifs très particuliers, soit acheter un appartement, soit investir l'enseignement de l'enfant, soit équiper la vie quotidienne d'un enfant handicapé de la famille, ou bien investir dans le fonds de la retraite de la mère. Donc, ce n'est pas l'argent libre. C'est un bon à condition, à utiliser à condition, et ce n'est pas non plus énorme comme montant. À l'époque, ça a été 250 000 roubles, pardon, donc à peu près 7 500 € en 2007. Aujourd'hui, le montant en roubles est doublé, mais en euros, c'est rétréci, alors c'est plutôt 5 000 € par enfant. Et donc, ça a été vu comme une mesure de stimuler la natalité. C'est encore une fois pas suffisant, ça a été beaucoup critiqué. Le gouvernement a répondu qu'au fil des années, ils ont étudié les chiffres de natalité et ils ont vu l'impact plutôt positif, ce qui est aussi probable, c'est-à-dire, en tout cas, la stimulation pécuniaire, économique de la natalité, on sait, à une, disons, potence limitée, il est quand même fonctionnel. Mais ce qui est très important dans cette construction, encore une fois, ce n'est pas l'État mafieux qui a pensé de ça. C'est un État qui a un projet de la population, de la natalité, de la procréation, du territoire, sauf que ce n'est pas la même rationalité à laquelle on est habitué. Ce n'est pas la rationalité de libre-échange et de la productivité. C'est plutôt une rationalité mercantiliste. Et donc, je trouve très important de retenir ça dans l'analyse, puisque ayant l'aspect assez archaïsant, il peut tout de même expliquer non les malheurs de la Russie, mais surtout le départ pour la guerre, puisque le mercantilisme est étroitement associé historiquement avec les conquistes, expansionnisme territorial. Et même, juste que je voudrais prolonger ça et mettre le point après, la guerre en Ukraine n'a pas été conçue comme la guerre par le Kremlin. Même si Poutine a rompu avec ses bureaucraties, il s'est mis dans une position de seigneur de la guerre, en faisant face à Naryshkin, donc au président de la KGB, de FSB, à ses ministres qui n'étaient pas au courant, même Shekboun n'était pas au courant que la guerre va venir, l'invasion va se réaliser. Donc ça a été tout à fait un acte seigneurial. Mais derrière cet acte seigneurial, il y avait quand même une idée qu'on finira la guerre en 3 jours. Il faut préserver le territoire. Il faut préserver, on a vu ça durant la guerre, les infrastructures comme Azovstal par exemple. Poutine a plusieurs fois refusé la destruction complète d'Azovstal. Donc ils ont voulu exploiter les territoires. Et si on dit que ce n'est pas le mercantilisme, donc quel autre courant de la pensée, quelle autre vision est réalisée en ça? Le colonialisme. Mais c'est la même chose, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, c'est plus complexe que ça. Il faut voir ça en complexe. Oui. Ça, Jean-Marc, t'en parlais un peu de cette idée de vouloir exploiter le territoire, en tout cas de vouloir exploiter la géographie aux confins de la frontière russe, oui. Notamment dans un de tes textes qui s'appelle « Les Ukrainiens payent de leur vie le cynisme des uns et la barbarie des autres ».
t'évoques le fait que dans le Donbass, en 2010, il y a plusieurs gisements de minerais rares, de terres rares, qui sont maintenant devenus des matériaux stratégiques, au sens littéral, qui ont été découverts, et que directement, il y a eu à la fois un accord d'association avec l'Union européenne, mais qu'il y a également des investissements directs étrangers russes qui sont intéressés au marché. Ouais. Alors, il est évident, je suis absolument d'accord sur le fait qu'il y a des contrastes très très importants dans tous les domaines. Il peut y avoir des choses ultra modernes, comme par exemple dans les usines de gaz de Gazprom dans le Nord, hyper modernes. Et il y a une des premières usines au monde qui soit construite avec cette modernité et à cette latitude-là d'ailleurs, qui pose des problèmes techniques importants, très très importants. C'est tout à fait exact. Pas de problème. Et de l'autre côté, on peut avoir ce qui se passe à Irkoutsk ou ailleurs, c'est-à-dire, bon, un certain retard, quoi. Bon, là, il y a les deux grandes villes qui sont... D'ailleurs, bref. Il y a donc ces contrastes, ça, c'est une chose absolument certaine. D'ailleurs, comment, on pourrait se dire, à la limite, comment échapper à ça dans le pays qui est géographiquement le plus grand du monde, quoi. Il fait, je ne sais pas combien de millions de kilomètres carrés. Bon, donc c'est un peu... Il y a là une question, une question importante. Mais, comment dire... tout le problème, par exemple, sur la question de la natalité, est-ce que, bon, ça existe aussi dans d'autres pays, évidemment, hein, bon, ça existe ici, ça existe dans d'autres pays, cette prime à la natalité. Bon, est-ce que, pour autant, on peut dire que, comment dire, cette prime-là disqualifie le fait qu'on puisse appeler ça, bon, faute de mieux, en tout cas c'est ce que j'avance, un État mafieux. Alors, je suis bien conscient en même temps que le fait d'avancer ça, il faut pouvoir le documenter. Le documenter, c'est-à-dire, par exemple, quand il y a quelqu'un qui à la tête de Gazprom, déplaît, on met quelqu'un d'autre à la place. Et la même chose dans d'autres grandes entreprises, et on favorise plutôt les proches. Bon, alors il y a des choses qui sont connues, je veux dire, bon, ça peut paraître anecdotique, peut-être à certains aspects anecdotiques, mais toujours est-il qu'on retrouve des amis d'enfance, par exemple de Saint-Pétersbourg, à la tête de certaines institutions, et par exemple à la tête de la Rosguardia. Bon, et on peut le comprendre, je veux dire, parce que là, il y a des questions de fidélité absolue, surtout quand on est la garde la plus rapprochée du président. Ça, c'est sûr. Et qu'ils aient tiré les leçons, d'ailleurs, des derniers événements en renforçant la Rosguardia, en dit, à mon avis, en dit long aussi sur les doutes qui ont pu parcourir, alors peut-être qu'ils n'ont pas été, qu'ils ont fait long feu, ces doutes, c'est possible, mais les doutes qui ont parcouru le pouvoir au moment de cette équipée. Bon, revenons pas là-dessus. Encore une fois, attendons un petit peu de voir qu'est-ce que les informations qu'on aura par la suite. Mais il y a un certain nombre de choses là qui se sont passées depuis même avant avec Yeltsin, par exemple, comment les privatisations se sont faites avec l'échange des bons, etc., pour la privatisation. Bon, c'est là qu'il y a un système. Bon, on savait très bien qu'il y avait des mafias armées qui existaient à l'époque, et on savait très bien et même des gens qui sont maintenant en exil y ont participé. Je pense à Khodorkovsky. Bon, ils ont construit leur fortune à la fois dans cette façon de racheter les bons et de se mettre au bon endroit au bon moment, mais en même temps avec le soutien de certains mafias. C'est-à-dire parce qu'il y avait des luttes fratricides très 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 importantes. Bon,
D'où vient Poutine quand il a fait ses armes, si on peut dire, en 92 à Saint-Pétersbourg, hein, dans le cabinet de Sobchak. Bon, et c'est là où il a construit, à la fois, il était encore du KGB dans la police, il était en charge des relations, comment dire, commerciales extérieures à la mairie sur certains domaines. Et puis, bon, et il est monté très vite, quoi. En 96, il était déjà dans l'administration présidentielle. Donc, moi, je suis humble par rapport à ça. C'est-à-dire, je pense que d'ici la fin de l'année, moi, je vous propose une chose. Je pense que j'aurai suffisamment avancé dans mon travail à la fin de l'année pour qu'on se retrouve, et si vous le voulez bien, et qu'on ait une discussion là-dessus, mais plus en détail sur cette question, parce qu'à mon sens, ça, c'est déterminant, parce que il est évident que c'est pas seulement que Shoigu et Gerasimov n'étaient pas au courant de la guerre, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, ils pensaient remporter le gâteau en quelques jours pour Kiev et quelques semaines pour le pays, hein, bon, comme ils avaient fait en Crimée en 2014. Bon, ça, maintenant, tout le monde est d'accord là-dessus. Bon, mais c'est devenu... parce qu'il n'a pas abdiqué, et parce que Poutine n'abdique pas, et parce que c'est sa 8e intervention militaire, hein, depuis 99, depuis même qu'il était Premier ministre, puisqu'il a été quand même déterminant dans la deuxième guerre, j'allais dire mondiale, la deuxième guerre de Tchétchénie. Son parcours, je veux dire, et son parcours depuis on peut dire même depuis 92, mais plus exactement depuis 98, depuis juillet 98 qu'il était nommé au FSB, dirigeant du FSB. Bon, c'est quelque chose qu'on peut pas mettre, qu'on peut pas ignorer. Bon, je sais que vous l'ignorez pas. Mais pour moi, ça a des déterminations. Alors, juste un mot par rapport à ces guerres. Là, je pense que y avait effectivement des intérêts, par exemple des Occidentaux. Tous les pays occidentaux, et en premier lieu l'Allemagne, avaient des intérêts énormes. On sait aussi que Schröder a été dans le conseil d'administration de Gazprom jusqu'à temps qu'éclate le scandale en juin 2022 et qu'il soit vraiment obligé à la dernière limite de démissionner du conseil d'administration. Donc il y avait des gens. Et on sait aussi très bien ce qui, d'un certain côté, renforcerait votre hypothèse, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, Nord Stream 1 et Nord Stream 2, c'était des choses importantes pour le pays. Et pour l'Allemagne aussi, qui se voyait comme le hub de la distribution du gaz en Europe. Hein. Et ils ont financé, ils ont appuyé, etc. Parce qu'avant la construction de Nord Stream 1, on voit bien, moi j'ai publié la carte, il y a beaucoup d'oléoducs et gazoducs qui passaient par l'Ukraine. Et donc ça permettait effectivement d'éviter les empêcheurs de tourner en rond. Donc de ce côté-là, c'est vrai qu'il y a ça, mais bon. Ce que je propose à faire, justement, ce n'est pas opposer ces contrastes l'un à l'autre et ne pas rester dans les années 90, parce que depuis longtemps, ça c'est quelque chose qui domine dans un certain sens notre vision de la Russie, non seulement à l'Occident. Ça, je suis tout à fait conscient qu'en Russie même, j'ai beaucoup lutté en proposant par exemple l'analyse du secteur universitaire en termes néolibéral. J'ai reçu une résistance folle de la part des acteurs locaux, parce qu'ils ne voulaient pas accepter l'idée que ça a à voir avec la modernité et pas avec l'archaïsme. Donc, je dirais qu'il y a évidemment une certaine inertie de notre propre vision des choses, et effectivement, la période des années 90, ça a été la période clé de l'histoire post-soviétique, mais depuis, ils sont passés 30 ans presque. Donc, il faut aussi prendre en considération les articulations de ces contrastes.
ce que je trouve important et même clé pour comprendre la Russie d'aujourd'hui, c'est comment ils s'articulent. Non seulement d'un côté les choses traditionnelles, de l'autre ultralibéral, mais comment ils vont ensemble, comment ils constituent une nouvelle subjectivité et une nouvelle forme d'institution. Puis-je rajouter quelque chose? Pendant que vous discutiez, etc., moi, il y avait un mot qui me revenait, qui pourrait vous mettre d'accord éventuellement, que ce soit avec le néoconservatisme ou l'État mafieux, etc., c'est celui de féodalisme, d'un truc néo-féodal, et qui pourrait faire d'une certaine manière une certaine continuité entre une vision, effectivement, bon, presque moyenâgeuse, je m'entends sur le terme moyenâgeuse, bien entendu, entre l'époque tsariste et toutes les, jusqu'à aujourd'hui, en passant par le stalinisme, effectivement, qui n'est pas incompatible avec une certaine vision de l'État et de la construction de l'État et d'une politique de l'État et d'une géopolitique, qui n'est pas incompatible non plus avec la structure mafieuse est une structure féodale par essence. Et l'utilisation justement des mafias est aussi une espèce de... on remet les mafias qui ont toujours été en dehors de l'État dans une espèce de fonctionnement néo-traditionnaliste pour cette continuité de l'État, quoi. Il y a quelque chose qui est évident, sinon je vais perdre le fil, excuse-moi Bernard, c'est, comment dire, entièrement d'accord sur cet aspect traditionnaliste, l'exploitation même de la Grande Guerre, etc., bref, et même avant. Comment dire, du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Bon, tant pis, je passe mon tour. Non, ce que je voulais juste, en écho à ce que tu viens de dire sur l'existence des mafias, c'est que c'est aussi un des traits de l'État moderne, et pas simplement en Russie ou ailleurs. Je pensais à l'État indonésien, par exemple, qui est quand même un des plus grands pays musulmans du monde, où l'utilisation des mafias a été constante depuis les années 60, et que ces mafias ont été étroitement liées à l'appareil d'État, y compris dans les énormes massacres de communistes qu'il y a eu dans la fin des années 60 et 70, et que ça continue. Hein, et que là aussi, c'est peut-être un des traits d'une modernité féodale que cette utilisation des armées privées, des mafias, etc. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Oui, alors, c'est quelque chose que je soutiens même en France, c'est-à-dire que, comment dire, l'histoire longue, comme dirait un célèbre historien français, a quelque chose qui, de mon point de vue, bon ça j'invente rien, je fais que suivre cet historien, c'est que ça détermine encore un certain nombre de choses dans les rapports sociaux. C'est le cas, moi je soutiens que c'est le cas en Occident et particulièrement en France. Là, je marche sur les traces de Holbach et puis Traverso, qui disent, par exemple, de la période entre 1914 et 1945, c'est une guerre de 30 ans. Et moi, je suis entièrement d'accord là-dessus. C'est-à-dire, ça signifie autre chose que deux guerres mondiales, c'est-à-dire plus profond et quelque chose d'effondrement des liens sociaux, dont on a du mal à se relever. Il n'y a qu'à voir, en tout cas en France, qu'est-ce que sont devenus les intellectuels qui étaient... un mot qui a été inventé à la fin du 19e siècle en France. Bon, il n'y en avait plus beaucoup après la Seconde Guerre mondiale. C'est, entre autres choses, pas seulement, mais c'est cette guerre de 30 ans qui est un des éléments de cette désertification, en quelque sorte, intellectuelle, bon, dont on pâtit encore aujourd'hui, à mon avis, dont on pâtit encore aujourd'hui. Donc, l'histoire longue, c'est pas quelque chose que j'appuie que j'applique uniquement à la Russie, mais c'est quelque chose dont je me sers aussi bon, dans d'autres domaines, et je pense que ça reste déterminant, notamment sur une analyse qui est quand même importante, y compris ici, qu'est-ce que sont devenues les populations. Bon, moi j'ai l'habitude de dire que depuis quelques années dans le métro, quand je prends le métro, j'ai l'impression de voyager avec des zombies numériques.
Mais c'est pas seulement que tout le monde ait le nez collé sur le petit écran, c'est aussi qu'il y a une victoire de la révolution culturelle, comme dirait Mao, du néolibéralisme. C'est-à-dire, un des buts du néolibéralisme, c'est justement d'isoler chacun de façon à ce qu'il soit la proie de la marchandise et qu'il y ait une addiction de la marchandise et que ce soit la guerre à la limite de tous contre tous, entre guillemets. Et ça, c'est ce que disait Thatcher. Elle disait la société, ça n'existe pas. Il n'y a que des individus. Ça, c'est le nec plus ultra, à mon sens, un des pivots du néolibéralisme, que de réussir justement à casser tous les liens sociaux. Ce qui se produit, en tout cas ici et dans d'autres pays en Occident, pour dire que je ne suis pas seulement critique par rapport à ce qui se passe en Russie, et je ne suis pas dupe non plus du jeu que peuvent jouer les impérialismes, comme par exemple l'impérialisme des États-Unis dans cette histoire. Bien que j'ajoute, juste une chose, c'est ce qu'en Occident on appelait à l'époque la soviétologie. Ça, dans les années 90, on a montré que vraiment, ils avaient une vision, alors là, fantasmatique, mais très fantasmatique de ce qui se passait en Union soviétique à l'époque. Ils avaient une vision, mais on dirait aujourd'hui, comment on appelle ça, les gens qui inventent les histoires, là, conspirationnistes. Bon, bah, ils avaient une vision, mais totalement décalée, quoi, totalement décalée. La CIA produisait des rapports, mais complètement à côté de la plaque, quoi, de la réalité de ce qui se produisait, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que le rôle qu'ils ont joué dans les années 90 a été vraiment totalement marginal, quoi. Je veux dire, bon, après ils ont pu donner un coup de pouce au Premier ministre, au ministre de l'économie de l'époque, là. Voilà, mais bon, voilà. Simplement pour dire qu'il n'y a pas de ma part quelque chose contre le peuple russe. Ça, j'en suis bien conscient. Si vous voulez, je réagis à votre avancement par rapport à la mafia. Je trouve encore une fois que... D'ailleurs, c'est quelque chose qui contient aussi dans la définition de néo-mercantilisme, puisque, encore une fois, on a oublié, je veux dire, nous, les Occidentaux, les Européens, nous avons oublié ce qu'était l'époque mercantiliste en Europe occidentale, mais ça a été quelque chose d'assez épouvantable quand même. Je veux dire, ça n'a pas été un cadeau. Et justement, si on parle en ces termes-là, peut-être, justement, ce que je cherche dans cette définition, c'est désexotiser la situation, la condition actuelle russe, et ne pas opposer le mafia russe à l'Occident institutionnel bien construit, mais c'est plutôt le contraire, de trouver des points communs, même dans le cyclisme historique, si vous voulez, mais justement, dans ce contexte, il ne s'agit pas uniquement de des usages de mafia, des forces privées de la violence, aussi parce qu'on voit bien, par exemple, dans la même tentative de Poutine de réintégrer Wagner au sein du ministère de la Défense, d'étatiser la violence, c'est-à-dire de revenir au modèle du monopole de la violence physique, ce qui était, dans la définition de Weber, la définition de l'État. Et donc, justement, on voit bien les cycles, même au niveau micro, les oscillations de la construction, de la déconstitution de l'État, qui se produisent au sein des périodes tout à fait, du point de vue historique, inexistantes. Sur une plage de quelques ans, voire quelques mois, on voit à quel point c'est hésitant dans le modèle de l'articulation entre le néolibéralisme et le néo-mercantilisme, ces éléments du territoire et de la productivité. Par exemple, Wagner a été nommé comme l'unité le plus productive en termes de la guerre. C'est assez néolibéral, et à la fois, Prigojine lui-même est un porteur d'un agenda complètement trumpiste, c'est-à-dire anti-élitiste, archaïsant, patriotique dans le sens pire du terme, etc. C'est-à-dire qu'on voit bien l'articulation de ces éléments qui ne sont pas forcément les articulations qui penchent vers le mafia uniquement, mais qui revient aussi au sein des institutions et qui les remplissent, qui les alimentent avec des recettes tout à fait inattendues. Et notamment, justement, si on réfléchit en ces termes-là, et on prend le mercantilisme aussi dans le sens opérationnel comme une doctrine économique, on voit bien que l'économie russe le suit assez fidèlement à partir du début des années 2000. D'abord,
payer les dettes, et surtout le dette publique extérieure. Le dette soviétique a été terminé au milieu des années 2000, et ça a été un enjeu très important et un point de gloire assez spécial pour les dirigeants russes, qu'on a terminé avec les dettes soviétiques. Donc ensuite, la dette publique a augmenté un peu, et aussi suite à la première guerre en Ukraine en 2014, mais ça reste incomparable par rapport aux dettes que la Russie a eues au début des années 90. Puis c'est la balance de commerce positive, et ça c'est un des piliers de mercantilisme classique. Il faut maintenir l'import plus élevé que l'exportation. Et là, par rapport, par exemple, si on fait des comparaisons de la balance de commerce Russie et États-Unis, ils sont complètement miroirs. La balance de commerce états-unienne est négative, constamment négatif. Et ça n'implique pas que c'est une économie peu autonome. C'est une autre forme d'autonomie. C'est une autonomie dans le cadre du modèle libéral, de libre-échange, qui se repose plutôt sur la domination financière que l'importation, l'exportation de biens. Tandis que la Russie, dès le début des années 90, de la fin des années 90, s'est fait un très important enjeu économique de maintenir la balance commerciale positive. Et il a augmenté même en 2022. Mais réfléchissez un moment ce fait. Au moment des sanctions, au moment des restrictions économiques, il a encore augmenté. C'est-à-dire l'importation, et non seulement à travers la vente de gaz et de pétrole, mais aussi par exemple à travers la vente de transport, des services de transport. Ce qui est assez étonnant franchement. Et donc, il faut aussi analyser ces éléments économiques pour comprendre que l'accumulation de réserves d'or juste avant la guerre est arrivée au maximum en Russie. Donc les fonds souverains, y compris le fonds d'or, ont été augmentés considérablement en vue déjà évidemment des sanctions et de toute cette histoire contraignante, disons, pour la gestion de l'économie russe à partir de 2014. Mais non seulement, c'est-à-dire l'économie russe, le gouvernement russe a vu l'économie comme souveraine, comme reposant sur ses propres ressources. D'où la prépondérance de l'or qui était encore une fois le fétiche de l'époque mercantiliste. Et donc, si on combine ces éléments, on se demande peut-être ce n'est pas la propulsion mafieuse qui a joué le rôle principal. Effectivement, encore une fois, Poutine qui s'oppose à sa bureaucratie, c'est un acte seigneurial 100%. Féodal, seigneurial, tout à fait. Ça, aucun doute. Mais le contexte entier, soit économique, soit symbolique, c'est-à-dire cette néo-archaïsation de la culture, y compris de la culture bureaucratique, de la culture de la gestion, de la conception de l'histoire, avec ses gloires, avec ses fétiches et fantasmes complètement aberrantes, que la Russie doit encore remplir sa mission historique et singulière, c'est quelque chose qui a joué un rôle très important dans la conception de l'invasion, non pas comme un acte de la guerre, mais juste comme un acte de l'appropriation d'une ressource. Aussi simple et aussi dramatique que ça. Oui, il y avait que la balance commerciale de Russie soit excédentaire, évidemment. Je veux dire, entre le gaz, le charbon et le pétrole, bon, c'était ce qu'on appelle une économie de rente aussi. Hein. Et ce qui était aussi, et c'est aussi pour ça que l'État était très... Enfin, l'État, moi j'appelle ça le premier cercle, était très attentif à ça, c'est que c'était la principale source de rentrée de devises aussi par rapport à l'État. Et les taxes aussi que ça faisait rentrer étaient énormes, ce qui a permis effectivement de rembourser la dette. Quoi. Mais est-ce que pour vous, par exemple, Koudrine, l'ancienne ministre de Finances, fait partie du premier cercle? Parce qu'encore une fois... Non. Je ne sais pas. Il a été écarté en 2012 parce qu'il a soutenu l'opposition. Il a voulu coopérer avec le mouvement d'opposition qui s'est éclaté en 2011. Et pourtant, ça a été lui l'invention de fonds souverains russes. C'était lui le promoteur d'une grande partie des réformes et des technologies penchées sur la productivité et sur la performance financière de l'économie russe. Donc, encore une fois, si on extrait Koudrine avant que Poutine l'extrait vraiment lui-même, on dirait oui,
c'est le cercle, c'est les coopératifs, c'est une petite bande des amis, des copains d'école qui ont joué, qui ont déjoué le pays. Si on rajoute Kudryne, qui ne faisait pas partie vraiment des proches, mais qui a joué un rôle très important dans la construction économique, où il a réussi d'articuler les éléments néolibéraux et néo-mercantilistes, y compris les fonds souverains. Si on rajoute par exemple Gleb Pavlovski, qui n'était jamais un proche, mais qui était le maître propagandiste de l'époque poutinienne et qui a joué énormément pour la construction de ce compromis traditionnaliste et ultramoderniste. Si on ajoute ici même Medinsky, qui est un peu une figure qui ne fait pas partie des amis proches, des copains de Poutine, mais qui a été intégré en 2012 assez décidément et qui a été le président de la première commission, de la première délégation russe pour le pourparlers de la paix avec l'Ukraine en 2022, on dirait que ce ne sont pas des personnages qui font tout simplement partie du cercle le plus proche, mais qui sont les serviteurs, mais aussi des fonctionnaires, qui ont joué un rôle très important dans la construction de cette économie, de cette culture et de ce monde politique de compromis. Je sais pas, mais alors il a finalement, Kudryne a été finalement écarté, Oui. Si je comprends bien. Mais avant ça, quand même, il y avait tout un certain nombre de personnes, hein, début des années 2000. Bon. Il faisait partie, dès le début, il faisait partie du ministre des Finances de Poutine. D'accord. Mais beaucoup de personnes, en tout cas ceux qu'on appelait peut-être encore à tort, peut-être les oligarques issus de l'ère Yeltsin, ont été écartés. La majorité ont été écartés. Hein. Oui. Il en restait 2 ou 3, je ne me souviens plus des noms. Si vous me les rappelez, je dirais oui, d'accord, c'est ça. Mais ils ont été écartés. Donc il y avait vraiment comment dire... une opération en quelque sorte de nettoyage, je veux dire. Bon, oui. Et combiné avec les rentrées et comment dire, l'affermissement du pouvoir, et bon, avec comment dire, ça s'est avéré en quelque sorte dans le discours de Munich en 2009, quand Poutine a dit, bon, écoutez, ça suffit, maintenant c'est fini, on joue plus le jeu qu'on avait tenté de jouer en 2000 avec l'Europe ou avec les Occidentaux, etc. Oui. etc. Donc voilà, mais encore une fois, bon, c'est sa 8e guerre, quoi, je veux dire, bon, est-ce que en combien, en 22 ans, donc on peut dire que la guerre joue quand même à une place importante, quoi, dans ses différentes mandatures, quoi. Bon. Oui. Je dirais qu'à la différence des autorités françaises, ils ne cachent pas ces guerres. La présence des mercenaires français en Afrique, c'est un secret caché de la République. Mais disons, la différence de Poutine, c'est qu'il l'affiche même avec fierté. Et je dirais que si on fait l'analyse plutôt des structures et des pratiques, on pourrait dire aussi que l'arrivée de cette vision singulariste de l'histoire russe, c'est plutôt une construction progressive. Poutine n'était pas obsédé par l'histoire au début de son mandat, entouré par... justement, pas par les plus proches, mais par les experts intoxiqués de cette vision, y compris de Medinsky et de certains autres. Il a été convaincu, dans un certain sens. Ça jouait bien aussi, effectivement, avec son passé d'un officier de KGB qui ne manque pas non plus des éléments singularistes de la vision de la mission soviétique dans le monde. Ça, c'est clair aussi. Donc, c'est vrai que sa biographie a joué de manière très importante dans cette affaire. Mais en tout cas, c'est une construction historique. C'est-à-dire, ça vaut la peine peut-être d'analyser les éléments qui ont contribué. Oui, en même temps que cette histoire longue, ces déterminants qui me font aller souvent dans l'histoire longue d'un pays, essayer de comprendre l'histoire longue d'un pays pour comprendre ce que vit le pays à ce moment précis. Il y a aussi toujours ce qu'on voit en histoire, c'est-à-dire un tuilage des régimes. Un tuilage, comment dire, oui, des régimes, et qui fait que c'est pas parfait. Il n'y a pas un régime qui a... Bon, et l'emploi, par exemple, du terme féodal, bon, pour moi,
pourquoi pas, mais ça vient complexifier la chose, parce que même la question, enfin bon, même la question de nation, d'État, etc., sont des choses qui ont, comment dire, qui ont depuis 2 siècles et demi, qui se sont, comment dire, qui ont connu des concrétisations vraiment très très différentes suivant les histoires, les pays, etc., etc. Donc c'est extrêmement, c'est pas aussi simple. Que ça, quoi. Et bon, on a déjà dépassé largement l'ordre. On va juste peut-être finir sur un point que nous on aime bien traiter parce qu'on crache jamais assez sur la police. C'est que, alors on a parlé notamment des milices de mercenaires, etc. qui en Russie, et instinctivement on pourrait penser que plus le secteur de la sécurité privée se développe, plus la police du coup diminue. Or en Russie c'est pas le cas. Il y a un parallèle où à la fois on a l'augmentation de la police, à la fois l'augmentation des milices en termes de nombre et de quantité à l'intérieur des milices elles-mêmes, tout en ayant voilà, l'État qui accompagne la société civile de réformes néolibérales en parallèle. Par exemple, toi Alexander, dans tes recherches, tu montrais que donc, en 2007-2008, au même moment, à l'époque où donc la grille salariale universelle est abandonnée en faveur de... pour mettre à la place, instituer des primes, etc. sur le rendement dans les administrations. En même temps, il y a les centres E de la police qui sont créés. Donc E, c'est pour extrémisme, c'est des centres de contre-extrémisme. C'est un terme qu'on n'a pas encore trop en Occident. On a contre-terrorisme, ça viendra peut-être un jour, le contre-extrémisme, qui était du coup très, très axé dans la lutte contre les mouvements militants, progressistes et les mouvements des droits de l'homme. Et du coup, donc, à la fois la police se renforce et en même temps les milices privées se développent sans que ça rentre en contradiction. Oui, effectivement, et ça fait partie de cette articulation du modèle, parce que d'un côté, il y avait un moment néolibéral aussi dans l'existence du corps policier, et ça a été surtout au moment où Medvedev a pris la charge de président. Donc, ça a été conçu comme une réforme très importante qui faisait partie de la diminution ou de rétrécissement général des rangs des services publics. Donc ça a été le moment où les services publics civils ont été réduits, et ça a été aussi la police qui a été réduite. Donc l'idée derrière, ça a été que la police doit finalement sortir de son état soviétique bureaucratisé, complètement inefficace, faute de la bureaucratie et de la bureaucratisation. Ils devraient passer aussi eux-mêmes sur le système de primes, donc encore plus mobile, plus compact, plus efficace, et si commettant des erreurs, donc punis non par des réprimandes bureaucratiques, par exemple une carrière bloquée, etc., mais tout simplement par des amendes internes du service. Et donc si par exemple un policier ne réagit pas pendant 30 jours, et ça a été fait règle du service public général, si un employé du service public ne réagit pas pendant 30 jours au sujet de ses responsabilités, il sera tout simplement mis dans une situation d'amende. Une partie de son prime sera coupée. Et ça, c'est quelque chose qui révèle tout à fait, encore une fois, une rationalité néolibérale pure et dure. De l'autre côté, on voit bien qu'à partir de 2017-2018, la police reçoit encore une fois un renfort financier, mais aussi ça grandit, ça monte en effectif, et ça doit, dans un certain sens, à une sortie de cette phase néolibérale et de la reprise des éléments mercantilistes, de la reprise des éléments plus régaliens au sein du gouvernement. D'ailleurs, ce sont les cas contre les militants et contre l'opposition. Après, c'est quand même l'augmentation des effectifs de la police après la Première Guerre mondiale, ukrainienne, et l'annexion de la Crimée. Donc, il faut aussi envoyer les policiers en Crimée. Et ça, c'est quelque chose qui reflète la reprise des fonctions régaliennes de l'État. De l'autre côté, c'est vrai qu'on observe une montée, mais pas justement dans ces années-là, mais dans les années précédentes. Au fil des années 2000, c'est une explosion des services privés de sécurité. Et là, l'effectif se stabilise au niveau de plutôt 700 000 personnes en Russie,
Dans le secteur privé. dans le secteur privé, Ça de va la à la violence. fois du gardiennage jusqu'à la milice Jusqu'à la milice. militaire. Absolument. D'un côté, et de l'autre, L'entreprise. justement, les effectifs de la police se rapprochent. C'est-à-dire, avant, il était autour de millions de personnes, mais ensuite, les effectifs policiers, dans le sens strict, pas les serveurs des foyers, des balayeurs, etc., mais les policiers de terrain et les officiers, ça tourne autour de 750 000. Donc, c'est à peu près une armée égale de la violence, d'un côté public, de l'autre côté privé. Et effectivement, on voit dans l'affaire de Wagner une transition assez facile, assez fluide entre ces deux formes grâce à la guerre.